Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter tout d'abord Monsieur Tau. Monsieur Tau est un patient de 72 ans. Il a arrêté de fumer il y a 20 ans. D'après lui, il n'y a pas de consommation alcoolique excessive. Et il est adressé pour une adénopathie fixée sans port d'entrée d'allure métastatique. À l'examen clinique, il y a une amygdale suspecte. Et nous, dans le service, devant ce tableau-là, on fait d'emblée une TEP OFDG injectée avec du contraste iodé. Alors c'est un dossier qui est un petit peu vieux, donc ça ce n'est pas une TEP injectée avec du contraste iodé, mais vous pouvez voir d'emblée qu'il y a une fixation au niveau de l'adénopathie dans le secteur 2 à droite, qui est celle suspectée. On peut deviner une hypodensité ici, même si ce n'est pas injecté, donc on peut éventuellement évoquer une nécrose de cette adénopathie. Là, d'autres adénopathies dans le secteur 2B à droite. On voit ici des images d'IRM que Antoine, tu peux peut-être nous commenter. Voilà, en fait, donc c'est le même patient. On a repris à l'époque donc ce qui avait été fait comme imagerie. On avait donc sur les ganglions fait une échographie que vous voyez en haut à gauche. Sur cette échographie, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On voit bien que le ganglion il est dédifférencié, et il a des bords irréguliers. Il a un grand axe qui est augmenté. Julie vous a dit hier que le petit axe, donc dans un site 2, c'est normalement supérieur à partir de 9 mm, on va dire. On parle d'adénomégalie. Donc pourquoi est-ce que sur cette image, on peut vraiment parler d'adénopathie? Tout simplement, regardez les contours du ganglion, ils sont indentés, irréguliers. Et puis le cortex aussi a une écostructure qui est hétérogène. Alors c'est confirmé en fait sur l'IRM. Je dirais que quand on a l'IRM, là on peut dire qu'il y a une vraie adénopathie. Pourquoi? Parce que hier je vous ai dit qu'il n'y a pas de ganglion normal avec un contenu liquidien. Et là vous pouvez voir que le ganglion donc, il est rehaussé avec une zone de nécrose centrale. Voilà. Et d'autre part, est-ce que c'est intéressant de faire de la diffusion? Donc ça avait été fait parce que ça fait partie du protocole. Eh bien, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les ganglions normaux du côté gauche et anormaux du côté droit, c'est-à-dire qu'ils fixent, ils sont en hypersignal de diffusion. Donc, ce n'est pas discriminant. Ce qui est vraiment discriminant en fait, sur une analyse ganglionnaire, ça va être l'échographie. Et si, par chance, après injection ou sur les séquences T2 qui sont sensibles donc au liquide, on arrive à mettre en évidence un contenu liquidien dans le ganglion. Voilà, c'est ça qui est vraiment discriminant sur une analyse ganglionnaire en imagerie. Les contours, le contenu. S'il y a du liquide, c'est formellement pathologique. Si les contours sont totalement irréguliers avec une prise de contraste autour du ganglion, c'est anormal. Là, on peut même suspecter sur le ganglion en haut une rupture capsulaire. Voilà. Là, donc, on a notre fixation amygdalienne qui a été, face à cette lésion, qui était suspecte déjà au niveau de l'examen clinique. Et quand vous regardez le MIP, vous voyez qu'il y a une autre fixation ici qui, en fait, correspond à une atteinte du sinus piriforme droit. Donc, pas trop de difficultés sur ce dossier. Alors sur l'IRM, on voit aussi très bien l'atteinte. Vous voyez la prise de contraste de la muqueuse et de la sous-muqueuse, avec des petites zones irrégulières qui viennent en profondeur. Par ailleurs, en relisant l'IRM, on s'aperçoit qu'il y avait en fait, d'emblée un ganglion anormal au niveau rétropharyngé. Donc vous vous souvenez qu'en échographie, son ganglion n'avait pas été vu, mais c'est normal parce qu'on n'arrive pas à explorer cette profondeur. Par contre, en relisant l'IRM, on s'aperçoit en fait qu'il y avait déjà un ganglion anormal au niveau rétropharyngé droit, comme le montre la flèche là. Donc gardez-le bien en tête parce que ce patient, ça va être notre fil rouge tout le long de l'exposé. Retenez bien qu'il y avait un. Et on voit aussi sur la coupe de droite la lésion amygdalienne. Vous voyez la différence qu'il y a après injection. Donc c'est un peu fin à voir, mais on le voit quand même. Et de toute façon, ce patient, pareil pour nous, vous aussi, donc un ganglion fixé dans ce site-là, il faut aller chercher une adénopathie, un primitif au niveau amygdalien. Voilà. Donc ce patient, on lui a proposé de la radiothérapie potentialisée par du cetuximab, la chirurgie étant accusée compte tenu de l'état du patient. Voilà, c'est ce que vous devez garder pour la suite de l'exposé. Ce qu'il faut savoir pour les patients qui présentent une adénopathie métastatique sans porte d'entrée, c'est que ça représente 15% quand même des cancers des VADS, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt de cette nouvelle classification TNM. Il y a aussi quelque chose qui est rajouté dans cette classification des adénopathies métastatiques sans porte d'entrée, c'est la notion de BV. Donc j'en ai parlé au tout début hier, on ne va pas trop parler des nasopharynx parce que c'est une histologie qui est différente et que le programme était déjà bien ambitieux. Ça pourrait être l'occasion de faire d'autres ateliers multimodaux pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut garder ça en tête. Voilà. La majorité de ces adénopathies sans primitif sont des P16+. Donc c'est un pronostic qui est nettement meilleur que les P16-. La TEP trouve tout son intérêt dans cette indication parce qu'elle retrouve une lésion primitive dans 30% des cas.
ce qui est bien. On a toujours eu cette notion de 25-30% des cas. Ça permet de guider les biopsies. Et Alex Bozek nous l'a dit hier. Alors c'est vrai que c'était plus pour les larynx, nous c'est pour les 3 étages. La panendoscopie et les biopsies sont idéalement réalisées après la TEP, puisque ça évite d'avoir des inflammations particulières qui risqueraient de gêner l'interprétation. Je reviens rapidement dessus. C'est vrai que spontanément on pourrait se dire, bon attendez, on prend juste une petite carotte, ça ne devrait pas créer une inflammation très importante, et pourtant si, parce que la réaction inflammatoire est stromale et elle concerne vraiment toute la région qui est périphérique à cette petite carotte, donc ça peut nous gêner. Face à ces dénopathies, quand on est face à des secteurs 1, 2 et 3, il faut plutôt penser à une pathologie DVADS, et devant les 4, 5, 6, plutôt sous-claviculaire. Alors vous verrez que ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à associer ces secteurs à ces pathologies de secteur. Nous, en pratique, on fait devant une adénopathie primitive sans porte d'entrée, une TEP-OFDG avec de l'injection de contraste. Si on ne retrouve pas de primitif, il va y avoir la panendoscopie. L'amydalectomie bilatérale peut avoir lieu éventuellement pendant cette panendoscopie si on ne retrouve rien. Sinon, elle peut avoir lieu dans un second temps. J'ai mis cette petite phrase sur cette diapo parce que ça me paraissait important d'en parler dès le début de l'exposé. Il n'y a pas d'étude qui porte sur la comparaison entre une TEP injectée de contraste iodé versus une TEP non injectée de contraste iodé versus un scanner injecté. Il y a plusieurs études qui portent sur cette comparaison des 3 modalités, et on y reviendra sur les diapos suivantes. Là, un exemple d'une adénopathie nécrotique dans le secteur 3 et 4, vraiment à cheval parce qu'elle était très grosse. Une rupture capsulaire, alors on peut la deviner parce que vous voyez, c'est des bords qui sont flous. On ne voit pas vraiment de différence entre le sternocleidomastoïdien et l'adénopathie ici, avec une veine jugulaire qui est complètement laminée, refoulée. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait évoquer, non seulement de par la taille, mais aussi de par la morphologie de ces adénopathies. Oui, là, en fait, ce qui se passe, c'est que sur la veine jugulaire, donc, quand on a des ganglions infiltrants, on peut avoir un effet de masse, mais donc on va avoir à ce moment-là, si vous voulez, une veine qui va être refoulée et réduite. Là, on voit bien qu'il y a une infiltration de la paroi. Je pense qu'en échographie, il y aurait presque un thrombus. Donc là, on est sûr qu'il y a une invasion extracapsulaire du ganglion. Face à un ganglion comme ça, si moi j'avais ça en première intention, donc on évoque bien sûr un cancer des voies aérodigestives. Deuxième hypothèse, il ne faut pas l'oublier, c'est la tuberculose, parce que c'est un mode de présentation assez classique d'avoir des ganglions nécrotiques. Et il faut bien vérifier dans le bilan qui va être fait que l'échographie ait bien exploré la thyroïde. Parce que ça m'est arrivé finalement d'oublier un peu ça. Et en pratique, c'est une cause très fréquente de ganglions kystiques ou nécrotiques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du ganglion, on a de la thyroglobuline à fond. Et en IRM, on peut même faire la différence du contenu. C'est un contenu assez spécifique en hypersignal T1. Donc c'est les 3 hypothèses. Après, le lymphome, c'est très rarement nécrotique. Le lymphome, c'est très rarement nécrotique. C'est vrai que certains lymphomes B, puis en plus, on a souvent des ganglions qui fusent un peu en haut en bas. Alors sur le MIP, on peut voir qu'il y a 2 autres foyers de fixation ici, ici au niveau cervical droit et ici un petit peu plus central, donc on va pouvoir éventuellement évoquer un primitif, et effectivement ici un autre sinus piriforme qui est pas très gros, donc vous voyez qu'il y a une prise de contraste ici qui est pas très importante mais qui est néanmoins différente quand on compare de l'autre côté. On a peu de doute sur le fait que le primitif concerne le sinus piriforme droit. Ça c'était juste pour vous illustrer que l'autre foyer de fixation, c'est un foyer de fixation qui est intraparotidien. Alors il y a tellement de choses ici qu'on ne le voit pas très bien, mais c'était intraparotidien, ça prend nettement le contraste, ça fixe à 16, on peut évoquer un cyste adénolymphome ici. Évidemment, il faudra une confirmation par l'IRM, on l'a évoqué hier, mais ici, ce n'est pas une adénopathie. Il faut être prudent, évidemment, ça peut l'être, mais on peut dire quand même avec un certain confort que c'est une tumeur de Warthin et pas une adénopathie. En pratique, les adénopathies intraparotidiennes sont très rares. Ce qui donne des adénopathies intraparotidiennes sont souvent les cancers les spinocellulaires en fait, de la face, parce que le drainage cutané se retrouve sur la face, mais c'est très rare d'avoir des cancers des voies aérodigestives qui donnent vraiment qui donnent des ganglions intraparotidiens. Donc c'est vrai que par argument de fréquence. Après, donc, dans votre cas, sur le PET, par argument de fréquence, c'est un cyste adénolymphome. Nous, de principe, quand on a une anomalie parotidienne, la plupart du temps, en fait, on tombe sur des adénomes pléiomorphes. Et c'est le seul, on va dire, nodule parotidien qui présente des caractéristiques en IRM qui sont très spécifiques, qui permettent quasiment d'affirmer que c'est ça. Alors comment ? Sur l'IRM, on a en fait donc retenez que c'est un kyste qui prend le contraste, c'est-à-dire qu'on va avoir une image en hypersignal T2 qui prend le contraste. Ça, c'est typique
d'un adénopléomorphe. Pour le cystadénolymphome, c'est plus variable, malheureusement. Il y a un peu tous les profils. J'avais une diapo. Ouais. Il y a un peu tous les profils. Elle est là. Je lance comme ça. Ah, voilà. Adénopléomorphe, donc ça c'est typique. C'est une lésion donc, en hypersignal T2. En hypersignal T2, voilà. Sur l'IRM, vous voyez que le liquide est en blanc, ça a quasiment le signal du liquide. Donc on pourrait presque dire que c'est un kyste, c'est un peu hétérogène. Mais en revanche, après injection, ça se rehausse fortement. Argument de fréquence épidémiologique et imagerie typique. Alors la diffusion, maintenant on s'en sert aussi pour faire la différenciation. Donc l'ADC habituellement dans les adénopléomorphes est haut, mais ce n'est pas le cas de tous les adénopléomorphes. Et puis, comment je fais pour passer la seconde? Tu veux effacer? Non. Voilà. Et donc le cystadénolymphome, en revanche, donc ça c'en est un. On a donc pareil sur la séquence T2, vous voyez que c'est beaucoup moins en hypersignal, y compris lorsque l'on sature la graisse. Alors qu'un adénopléomorphe, lorsque l'on sature la graisse, on va avoir une lésion qui est en hypersignal T2 qui va augmenter beaucoup. Et puis après injection, le rehaussement, en fait, il n'est pas forcément très important pour nous. Par contre, ce qui est assez spécifique, ce qui a été montré, c'est que lorsque l'on trouve des traces de sang à l'intérieur du de la lésion, c'est assez spécifique d'un cystadénolymphome. Voilà. L'ADC, par ailleurs, aussi est assez spécifique, mais comme c'est très variable, voilà, on peut un peu se tromper. Donc je dirais, nous, en fait, on arrive vraiment à faire le diagnostic de l'adénopléomorphe. Pour le cystadénolymphome, c'est des fois un peu plus difficile de se mouiller. Dans tous les cas, l'échographie va permettre de faire une cytoponction. Alors je ne reviens pas sur la classification qui a été déjà bien étudiée depuis le début de la session. Ce qui est important aussi de ne pas oublier, ce sont les autres sites. Alors ils sont tous cités ici, je ne les ai pas mis là-dedans, mais ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les ganglions rétropharyngés qui sont vraiment importants. Comme l'a dit Alexandre Bozek hier, ils ne vont pas nécessairement récuser une chirurgie, mais ça va clairement être un argument fort contre la chirurgie. Après, on peut faire des traitements dissociés, comme on l'a évoqué hier. On peut éventuellement faire un traitement chirurgical et puis une irradiation du rétropharyngé. Mais il faut garder en tête que le rétropharyngé est un argument, est un élément fort et donc doit être systématiquement recherché dans vos analyses parce que c'est un élément fort dans la prise en charge. Actuellement, il n'y a pas de désescalade dans la prise en charge des N0 cliniques si la TEP est négatif. Je dis actuellement, mais je pense que vraisemblablement, ce ne sera pas le cas plus tard, parce qu'on ne peut pas détecter des micrométastases. Donc l'intérêt du ganglion sentinelle est tout à fait là. Donc l'atteinte ganglionnaire est un facteur prédictif et pronostic déterminant dans la prise en charge de ces cancers. Alors, ça, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais je pense que je vais donner raison aux radiologues. La taille, est-ce qu'on fait le petit ou le grand axe? Alors, je pense qu'on a tous des pratiques différentes. Moi, je m'amende complètement de ça et je donne le grand axe et le petit axe. Comme ça, j'ai une valeur pour le réciste, parce que le réciste est basé sur le petit axe. Et je donne le grand axe, parce que ça permet de stadifier le N pour la classification TNN. Donc, du coup, tous les ganglions que je trouve suspects, je les mesure dans les deux axes transverses. La morphologie et l'aspect des ganglions a déjà été décrite, donc vérifiez que le ganglion est ovalaire, arrondi, spiculé, hétérogène à bord flou, avec un centre hypodense qui va témoigner d'une nécrose ou d'un aspect kystique. Pour ce qui est de la cavité buccale, la rupture capsulaire entraîne un risque de récidive locale multiplié par 3,5. Et c'est pour ça que la TEP injectée de contraste iodé a un véritable intérêt, et une étude récente de 2015 a montré que la TEP injectée avec du contraste iodé était plus performante que le scanner injecté, et, chose surprenante, à la TEP non injectée de contraste iodé. Donc ça, c'est un élément qui est tout à fait intéressant à retenir. Pour ce qui est du larynx, le larynx, c'est, en tout cas pour les taches glottiques, l'atteinte ganglionnaire est très peu fréquente. Donc lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire avec une rupture capsulaire, le risque de récidive locale est multiplié par 10. Donc c'est vraiment une notion importante à avoir, et c'est pour ça qu'elle a été intégrée dans la classification TNM mise à jour en 2017. Là, un exemple d'une adénopathie nécrotique ou kystique dans le secteur 2 à gauche. Vous voyez qu'il y a une lamination de la veine. Une adénopathie où on ne voit pas très bien le bord postérieur, vous voyez par rapport à ici, hein, où on a de la graisse, ici on n'a pas du tout de graisse, on a une infiltration du sternocléidomastoïdien, donc là c'est encore une fois une adénopathie qui est en rupture capsulaire, et donc ça doit être précisé parce que le patient passe tout de suite en stade N3B.
Là, un exemple d'une adénopathie nécrotique qui ne fixe absolument pas le FDG. Cette adénopathie, je pense qu'on aurait pu tout à fait passer à côté si on n'avait pas injecté le scanner avec du contraste iodé. C'est un ganglion qui fait 8 mm de petit axe, qui est rond, donc c'est vrai que ça donne une information arrondie, mais c'est vrai qu'il ne fixe pas du tout le FDG. C'est un ganglion qui est nécrotique. Là, un autre exemple de tumeur de Warthin qui fixe très intensément le FDG. On reviendra sur ce ganglion un petit peu après, parce que je le représente un peu plus loin. Là, soyez vigilants et regardez bien les 3 plans en fait, de vos examens. Ici, quand on regarde uniquement cette coupe-là, on voit une structure arrondie, hypodense, prenant le contraste en périphérie, qui ne fixe pas à l'intérieur, qui fixe un petit peu autour. Mais quand on regarde les autres axes, on n'a aucun doute sur le fait que c'est en fait une thrombose veineuse. Si on n'avait pas injecté de contraste iodé, je pense qu'on ne serait pas passé à côté, puisqu'on aurait eu effectivement cet aspect un peu ovalaire de la thrombose, mais on aurait été un petit peu plus gêné, parce qu'on aurait eu vraiment cet aspect-là. Voilà pour le ganglion. Pour ce qui est des cavités, de la cavité buccale et de l'oropharynx, donc des facteurs de risque qu'on connaît tous, retenez surtout que 60% des cancers de l'oropharynx sont liés à l'HPV. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a implémenté la classification TNM avec cette notion de P16+. Sur les petites lésions, alors j'ai trouvé cette étude assez intéressante parce que je trouve ça assez contre-intuitif d'avoir une TEP qui a une sensibilité, je dis bien une sensibilité, supérieure à l'IRM pour des lésions T1, T2, avec des chiffres qui sont quand même assez importants. Alors je ne suis pas rentré dans le détail de cette étude, mais je suis un peu surpris des résultats de cette étude parce que... En fait, a priori, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, en IRM, il faut vraiment... Enfin, c'est pas évident, si vous voulez, comme toute la muqueuse prend le contraste, on peut s'aider effectivement d'une asymétrie de prise de contraste, mais pour les T1, T2, donc qui sont muqueuses et éventuellement un peu sous-muqueuses, si on n'est pas orienté cliniquement, si on n'est pas vraiment dans une recherche active, c'est pas forcément évident, alors qu'on le voit sur les images TEP, hein, c'est plus simple. Après, par contre, a posteriori, si on avait, à mon avis, relu ces IRM, probablement qu'on les retrouve, hein, mais a priori, c'est pas évident. Là où la TEP peut être effectivement supérieure, et tu l'as dit hier, tu n'as pas trouvé un seul patient sans artefacts métalliques sur tes images, avec des implants dentaires. Donc c'est vrai que la TEP peut être effectivement plus intéressante pour ces patients qui ont des artefacts métalliques, et donc du coup on va être moins gêné puisqu'on va avoir une fixation. Notion importante aussi pour ces cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx, ce sont ces emboles vasculaires et les engainements périnerveux. Alors pour ceux qui vont en RCP, ou même ceux qui n'y vont pas d'ailleurs, mais qui ont la curiosité de regarder les comptes rendus à NAPAT, les emboles vasculaires et les engainements périnerveux ont une implication vraiment importante parce que le contrôle local va être plus difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des emboles, les marges microscopiques vont être plus douteuses puisqu'on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a une embole derrière, peut-être que microscopiquement la lésion ne dépasse pas, les marges sont saines, mais il y a peut-être des emboles plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'intérêt qu'on propose systématiquement une radiothérapie adjuvante pour ces patients, voire une chimiothérapie pour ceux qui ont une atteinte ganglionnaire en rupture capsulaire ou non d'ailleurs. L'IRM permet de rechercher un élargissement des nerfs. Alors ça, c'est vrai que c'est une notion importante. Je crois qu'il y a une diapo d'ailleurs dessus un peu plus loin. L'atteinte osseuse est quelque chose qui est très importante à donner pour ces lésions, parce que ça va dire que ces atteintes sont des T4. Quand on fait un petit peu la littérature, et ça je l'avais retrouvé notamment dans les recommandations qui sont sorties il n'y a pas longtemps, et on en a discuté aussi avec Antoine, la sensibilité des trois modalités d'imagerie prises une par une sont assez faibles en fait, 58, 42, 58%, donc ce n'est pas des sensibilités très bonnes. Mais par contre, quand on a la complémentarité des trois, elle passe à 96%. Donc pour ce qui est des lésions de l'oropharynx et des cavités buccales, enfin de la cavité buccale, je pense qu'il faut faire les trois modalités. Il faut vraiment, et puis même c'est recommandé de faire de l'IRM pour les cancers de la cavité buccale. Plusieurs études aussi ont montré l'intérêt de l'injection de produits de contraste iodés dans la TEP pour ces cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx. Alors je ne reviens pas sur ces différentes sous-régions. Là, quelques généralités sur les atteintes de lèvres, le trigone rétromolaire aussi. Donc là, ce sont des généralités avec des extensions qui sont dans les différents axes. Pardon. Ce qui est intéressant de retenir sur cette diapo, c'est que l'atteinte du ptérygoïdien va se traduire cliniquement par un trismus. Donc les cliniciens vont avoir du mal à
à analyser la lésion, et par conséquent, une imagerie va être d'autant plus intéressante. Là, pour le plancher buccal, Antoine en a parlé hier. Il y a une notion qui est importante, c'est l'espace sous-lingual et l'espace sous-mandibulaire. Et quand il y a un envahissement de l'espace sous-mandibulaire, soit on le voit directement, soit on le voit de manière indirecte, et on va le voir par une obstruction des conduits des glandes salivaires. Et on le voit ici. Alors, encore une fois, je redis l'intérêt de l'injection de contraste iodé, mais également de regarder dans les trois axes. Quand on regarde juste une coupe, alors évidemment c'est une coupe, en faisant défiler, je pense qu'on peut se dire il y a un truc qui ne va pas. Et il y a aussi le fait que ça soit très épais, des ganglions nécrotiques ou kystiques avec des parois aussi épaisses, ça ne se voit pas. Donc je pense qu'on est, sans difficulté, on voit que c'est une glande salivaire, surtout que de l'autre côté il y en a une. Mais ça peut éventuellement être confondu avec une adénopathie nécrotique, mais quand on regarde les trois plans, on voit bien vraiment tous les conduits salivaires ici. Et donc on n'a pas de doute sur le fait qu'il y a une obstruction, et donc on peut éventuellement évoquer le fait que l'espace sous-mandibulaire est envahi. Pour ce qui est de la langue mobile, alors je l'ai précisé ici, mais c'est vrai pour toutes les sous-localisations de la cavité buccale, c'est l'infiltration en profondeur. Là encore, une atteinte osseuse va signer un T4. Si on a un dépassement de la ligne médiane, on ne va pas pouvoir proposer une glossectomie partielle parce que le geste sera trop délabrant, et donc il y aura certainement des difficultés fonctionnelles pour le patient. L'atteinte ganglionnaire pour ces patients est prédominante au niveau des secteurs 1 et 2, et dans 15% des cas, Pierre l'a dit, il y a des skip lesions, et avec une atteinte des secteurs 3 et 4. L'atteinte bilatérale est aussi fréquente, parce que la langue mobile est vraiment très richement vascularisée, avec des vaisseaux lymphatiques qui sont vraiment croisés, qui sont riches, et l'atteinte bilatérale est très fréquente pour les langues mobiles, donc pensez à bien regarder les deux côtés. Donc ça, c'est le premier schéma qui est issu du livre que je vous recommande chaudement d'acheter, même s'il est un peu cher, c'est une valeur ajoutée dans l'interprétation de vos examens. Et c'est pas que pour l'ORL, c'est vraiment pour toutes les localisations. Je trouve que pour l'ORL, il est particulièrement joli, mais après, pour toutes les localisations, c'est effectivement utile si vous vous lancez dans la classification TANM des lésions que vous évaluez. Ici, on peut dire que c'est un T4 parce qu'on a un envahissement osseux, on peut dire que c'est un T4 parce qu'il y a un envahissement des muscles profonds de la langue. Pour ce qui est des T4B, ça monte beaucoup plus haut, alors avec ici une atteinte carotidienne. Ici, on peut dire qu'il y a une atteinte des muscles profonds, et ça n'atteint pas ici, mais il y a une atteinte de l'espace masticateur avec les ptérygoïdiens. Donc du coup, c'est un T4B. Voilà pour la cavité buccale.